Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. Avec des bureaux à travers le monde, à Boston, San Francisco, New York, Tokyo, Zurich, Madrid, Athènes. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir, qu'on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent, mais où est le programme? Et je leur dis, mais il n'y en a pas, et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie. Et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant, on le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus, c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie et l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui, la Grèce aussi. Au nom de quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Alors, juste une question qui me vient comme ça. Vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Doisy? Je suis en CDI, bien évidemment. Voilà.
La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail. François Hollande dit « Je vais demander la renégociation du dernier traité européen ». Vous écrivez ça. François Hollande il va avoir à naviguer à travers des forces dans la gauche, notamment à cause du référendum manqué de 2005. Et dans cette perspective, vous écrivez « Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ses pairs de l'eurozone, donc ses partenaires allemands, belges, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même si c'est faux en réalité. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français, pour rouler, j'ai lu to trick, rouler, tromper, pour tromper le public français, en lui faisant accepter des réformes convenables, dont celle du marché du travail. Alors, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais préciser un point. Les gens de marché s'expriment de façon très directe. Donc, le vocabulaire que j'ai pu choisir dans la citation que vous venez de lire paraîtra peut-être excessif à beaucoup de vos auditeurs. Maintenant, c'est vrai que voilà, on s'embarrasse pas dans les marchés, on va pas s'embarrasser de finasserie, on va aller directement au point. Donc, de rouler les électeurs français, c'est peut-être un mot quand même excessif. L'idée, c'est de dire, ce sera une concession en quelque sorte de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français entre guillemets, de façon à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien les autres réformes, les fameuses réformes structurelles dont personne ne va entendre. Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles, François Hollande, il demande une partie sur la croissance, les autres Européens, ils vont faire comme si, bon, bah d'accord, allez, on t'accorde ça, ils rentrent ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu, et du coup, il peut dire derrière, ben, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail. Et vous avez parfaitement compris le sens de mon propos, c'est exactement ça. C'est vraiment une petite mise en scène, c'est un petit théâtre. Alors, il ne faut pas avoir l'impression que je fais de la théorie du complot là, et qu'on manipule tout le monde. Le script est un peu écrit. Si on est malin, on ne s'écartera pas trop du script. Et de cette façon-là, on arrive peut-être à faire passer la pilule de façon un peu plus simple que ça n'avait été le cas au début des années 80. On s'évitera peut-être finalement d'être un peu ridiculisé comme on l'avait été à l'époque. Malheur aux fraudeurs, qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers? Ah bah oui, ces jours-ci, les milliardaires ont eu le cerveau qui chauffe, c'était la canicule. Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, l'inventeur du slogan « Conditions de travail atroces, d'accord, optimisation fiscale peut-être, mais livraison gratuite », futur homme le plus riche du monde, s'est adressé à ses followers sur Twitter et leur a demandé « Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait une idée pour m'aider à dépenser mes 80 milliards dans quelque chose d'utile? Parce que j'ai envie de faire le bien, mais j'ai pas d'idée. » Moi, je lui ai répondu tout de suite. Je lui ai dit, au hasard, Jeff, payer tes impôts et payer tes employés décemment. Le salaire de départ chez Amazon, c'est 3 $ de l'heure, mais on peut doubler son salaire si on travaille 2 heures. Et puis, les employés n'ont pas trop le droit de prendre des pauses pour aller aux toilettes. Du coup, en Amérique, certains portent des couches. C'est là qu'on peut comprendre que Jeff Bezos nous demande de l'aide parce qu'a priori, il n'a pas les bases de la philanthropie. Il a reçu 40 000 réponses à son tweet. 40 000 fanzous lui ont répondu. Des choses plus tristes les unes que les autres, de la mère malade à l'entreprise en faillite, en passant par la faim dans le monde et Manuel Valls. Des milliers de petites mains se sont tendues vers lui en suppliant « Jeff, s'il te plaît, aide-moi, moi. » Bon, on ne sait pas ce que Jeff a décidé, mais 2 jours plus tard, il a posté une photo de fusée en Lego avec comme légende « Waouh, j'adore la fête des pères ». J'espère qu'il n'a pas mis 80 milliards dans une fusée Lego. Le propriétaire de Zara, Amancio Ortega, est un peu pareil. Il a décidé de donner 320 millions aux hôpitaux afin d'acheter de nouvelles machines pour lutter contre le cancer. Torrent d'amour dans son pays, des malades le remerciant sur leur page Facebook, un sac Zara dans les bras. Des rabat-joie lui ont dit tu dois 600 millions au fisc, mec. C'est pas à nous de te remercier si les hôpitaux n'ont plus d'argent, c'est parce que vous faites de l'optimisation fiscale. Mais les gens ne comprennent pas que c'est beaucoup plus classe de mettre de l'argent de côté en le soustrayant au fisc et puis de tout donner d'un coup dans un grand geste spectaculaire. Ça s'appelle le panache, les pauvres.
Au même moment, Tim Cook, le PDG d'Apple, sans doute un peu jaloux, s'est dit moi aussi je veux faire quelque chose de grand. Alors il a emprunté 1,5 milliard sur les marchés financiers pour aider la planète et montrer à Trump que c'est pas très gentil de sortir de l'accord de Paris. Il a emprunté 1,5 milliard, alors qu'il en a déjà 250 sur son compte qui sirotent des mojitos dans les paradis fiscaux. Il veut aider la planète, mais soustrait au fisc l'argent qui devrait permettre à nos pays de financer ce fameux accord de Paris. C'est pas du jeu. On devrait tous faire comme les milliardaires, arrêter de payer nos impôts et écrire sur Twitter « Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. » Ouais, ça rappelle un film de Godard, il me semble bien. Que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis, quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors, l'événement se produira, et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. » Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Car il ne croyait pas en Allah le Très-Grand. Et n'incitez pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront.